Salut tout le monde, suite et fin de notre enquête sur Hatshepsut et on commence tout de suite avec l'un des événements les plus intrigants du règne de la reine, l'expédition au pays de Punt. Autour de l'an 9, Hatshepsut organise l'une des expéditions commerciales les plus célèbres de l'histoire, l'expédition vers Punt. Problème, on ne sait pas encore aujourd'hui où se situe exactement cette région pleine d'arbres à encens et d'autres produits très recherchés par les anciens Égyptiens. Plusieurs hypothèses ont été avancées depuis les débuts de l'égyptologie. Érythrée, Yémen, Éthiopie, Arabie. L'identification est rendue difficile d'une part par le manque de sources, d'autre part du fait de l'interprétation délicate de certains détails encore mal compris. C'est notamment le cas de l'expression Waj'ur, qui signifie littéralement « le grand vert » et au bout duquel se situerait le pays de Punt. Selon le contexte, cette expression peut désigner soit le Nil en période d'inondation, soit la mer Rouge. Selon l'interprétation que l'on donne au Waj'ur, Punt serait donc soit de l'autre côté de la mer Rouge, au sud de la péninsule arabique dans la région du Yémen ou du golfe d'Aden, soit à l'extrême sud du Nil connu des Égyptiens de l'époque, c'est-à-dire au-delà des 5e et 6e cataractes, au sud du Soudan actuel ou vers l'Éthiopie. Quelle que soit sa localisation, le pays de Punt était réputé pour sa végétation notamment, qui comprenait des arbres à oliban, de la myrrhe, de l'encens et toutes sortes de produits que les anciens Égyptiens utilisaient dans leurs pratiques funéraires et dans le culte de manière générale. On y trouvait également des épices, de l'ébène ou encore des animaux exotiques comme des girafes, des éléphants ou encore toutes sortes de singes qui remplissaient les enclos du palais royal et des temples. D'ordinaire, les Égyptiens commerçaient avec Punt par l'intermédiaire de caravanes, mais Hatshepsut rêve d'organiser une expédition vers ce pays sans passer par un intermédiaire et en impliquant directement la couronne. La souveraine nomma donc un certain Néhési à la tête de l'expédition et fit construire une flotte destinée à s'enfoncer loin au sud, guidée par les indications des caravaniers. Bien qu'Hatshepsut ne prit pas part personnellement à l'expédition, elle désigna un très nombreux contingent destiné à se rendre dans ce pays et à en ramener toutes sortes d'arbres et d'animaux notamment. Au moment du départ, des offrandes furent dédiées à Hathor, considérée comme la maîtresse de Punt et des territoires du sud en général. À leur arrivée, les Égyptiens furent accueillis amicalement par différents dignitaires de Punt, parmi lesquels le roi Paréou et la reine Iti, visiblement atteinte d'obésité d'après la représentation qu'en ont laissé les Égyptiens. Cette image a d'ailleurs tellement marqué voyageurs et égyptologues lors de sa découverte que c'est l'un des premiers détails qui ressort dès que l'on fait quelques recherches sur Punt en général. Toutefois, il ne s'agit pas nécessairement d'une moquerie de la part des Égyptiens, d'autant que l'accueil semble avoir été plutôt amical. D'ailleurs, l'expédition est revenue en Égypte avec une délégation de Puntites à son bord. Bien sûr, des soldats accompagnaient le convoi. Déjà parce que l'accueil pacifique n'était pas certain, mais aussi parce que le trajet n'était pas de tout repos et que l'équipe pouvait tomber sur des groupes plus ou moins amicaux. Une fois le Nil remonté jusqu'à Thèbes, Hatshepsut accueillit les expéditionnaires avec faste, recevant en toute amitié les ambassadeurs de Punt et des régions traversées durant le voyage, notamment des hauts dignitaires nubiens. Les bateaux furent déchargés de toutes les merveilles qu'ils rapportaient de ce pays lointain, arbres à oliban, ébène et ivoire, or et électrum, épices, panthères, girafes, autruches et j'en passe. Thoutmôsis III fut bien évidemment associé aux célébrations, mais c'est bien Hatshepsut qui occupe la place centrale des festivités en tant que commanditaire de l'expédition. D'ailleurs, si on voit le jeune roi en train de déposer des offrandes en l'honneur d'Amon, le discours du dieu lui-même est dirigé vers Hatshepsut qu'il félicite pour cet accomplissement et pour toute la gloire qu'en retire l'Égypte. En bref, Hatshepsut est à l'origine de l'une des expéditions commerciales les plus célèbres de l'histoire, et elle ne manqua pas l'occasion de la faire représenter dans son temple de Der el-Bahari, afin que les générations futures en prennent connaissance et qu'elles constatent son succès remarquable. Hatshepsut semble avoir eu plusieurs enfants, mais une seule d'entre eux est véritablement connue et attestée par différentes sources égyptiennes. Cette fille s'appelait Néferouré, littéralement la perfection de Ré, et fut conçue avec Thoutmôsis II, dont on a vu que le court règne permit à Hatshepsut de monter sur le trône d'Égypte. Néferouré était donc la demi-sœur de Thoutmôsis III, auquel elle fut probablement mariée en l'an 10 ou 11 de son règne. Ce mariage aurait notamment permis de renforcer la lignée directe d'Hatshepsut, et en tant que fille du précédent Thoutmôsis, celle-ci assurait la continuité dynastique.
Pourtant, elle ne porta jamais le titre de grande épouse royale, ses enfants n'étant donc pas destinés à monter sur le trône à leur tour. De plus, à partir de l'an 23 du règne, elle est remplacée dans la documentation par une certaine Satiya, qui elle fut nommée grande épouse royale, leur mariage étant donc certain. Difficile de savoir ce que devient Néferouré à cette époque puisque les sources ne sont pas très explicites à son sujet. Peut-être est-elle morte ou peut-être est-elle tombée en disgrâce après le décès de sa mère Hatshepsut. Thoutmôsis III aurait alors cherché à effacer toute trace de la lignée de sa tante, faisant donc subir des outrages à la mémoire de la mère et de la fille. Durant sa jeunesse, la petite Néferouré reçut comme tuteur un certain Senenmut, dont l'importance a été immense dans l'histoire du règne d'Hatshepsut. Alors je vais sûrement en décevoir certains ou certaines, mais je ne vais pas m'attarder sur Senenmut dans cette vidéo. En revanche, je vous prépare un épisode dédié à ce personnage qui va sortir très bientôt. Du coup, n'oubliez pas d'activer les notifications sur la chaîne, comme ça au moins vous serez informé dès que ce sera sorti. Ce qu'il faut savoir, c'est que Senenmut était un proche de la famille d'Hatshepsut avant même que celle-ci ne devienne régente. Mais une fois devenue reine, elle fit de cet homme brillant l'un de ses plus proches conseillers, allant même jusqu'à lui accorder des privilèges presque jamais vus auparavant pour un personnage extérieur à la famille royale. Du coup, je vous laisse imaginer toutes les rumeurs qui courent sur la relation entre Hatshepsut et son conseiller. Mais ça, on en parlera dans la vidéo dédiée à ce courtisan qui a fait couler beaucoup d'encre dans la communauté égyptologique et aussi en dehors. Au-delà de Senenmut, Hatshepsut semble avoir été une fine politicienne, capable de s'entourer de conseillers fidèles qui accompagnèrent sa montée sur le trône et dont elle s'assura la loyauté à travers divers privilèges et récompenses. C'est par exemple le cas d'Ouser-Amon, qui fut vizir, de Apou-Séneb, le grand prêtre d'Amon, ou encore d'Imhotep, qui fut gouverneur des provinces du Sud et haut placé dans le clergé d'Amon. Parmi les privilèges qu'ils se virent accorder, tous ces loyaux sujets eurent le droit de se faire bâtir des cénotaphes dans le Gebel el-Silsileh. Un cénotaphe, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur Sésostris III, c'est un monument dans lequel ne repose aucun corps. C'est donc une tombe dédiée à la mémoire d'un défunt sans que le cadavre ne s'y trouve. Le Gebel el-Silsileh est un site de Haute-Égypte employé d'abord comme carrière de pierre et où on trouve de nombreux monuments comme des temples ou des tombes, principalement datés du Nouvel Empire. Le fait que les proches d'Hatshepsut aient eu droit de se faire bâtir un cénotaphe dans le Gebel el-Silsileh est donc une marque de confiance particulièrement précieuse. D'ailleurs, ce n'est pas seulement leur loyauté envers la reine qui était récompensée, mais bien leur fidélité envers sa famille en général. En effet, la plupart de ces hommes avaient déjà servi sous Thoutmôsis Ier, le père de la souveraine. Ils connaissaient donc Hatshepsut depuis ses jeunes années, et l'habileté politique de la reine lui a permis de les lier à son règne, renforçant ainsi sa légitimité et la continuité de sa lignée depuis Thoutmôsis Ier. En l'an 15 de la corrégence, Hatshepsut émit le souhait de fêter un jubilé, ou fête Sed en égyptien ancien. Cette cérémonie était d'ordinaire effectuée au bout de 30 ans de règne, afin de rendre au souverain sa jeunesse et toutes ses capacités, afin qu'il puisse régner encore longtemps après avoir été régénéré. Hatshepsut n'a donc pas attendu 30 ans, mais peut-être a-t-elle joué un peu avec les chiffres pour atteindre ce total. En additionnant le règne de Thoutmôsis Ier, dont elle était la fille aînée, puis celui de Thoutmôsis II, dont elle fut la grande épouse royale, avec les 15 années de régence aux côtés de Thoutmôsis III, on atteint les 30 ans nécessaires à la réalisation de ce jubilé. Ce calcul n'est évidemment qu'une hypothèse, mais elle est assez séduisante car cela permet à Hatshepsut d'affirmer encore une fois sa légitimité et la continuité depuis le règne de son père. De plus, en célébrant elle-même le jubilé alors que ce sont les années de règne de son neveu, elle appuie sur le fait que c'est bien elle, la souveraine de l'Égypte, que le roi est bel et bien Hatshepsut. Pour l'occasion, Hatshepsut fit ériger 2 obélisques dans le temple de Karnak. De plus, le temple de Der el-Bahari semble porter des représentations en lien avec ce jubilé. Toutefois, on ne sait pas avec certitude si cette fête eut bien lieu, et si oui, quelle forme elle prit. D'ailleurs, Senenmut, l'homme de confiance de la reine, n'a pas été associé à l'organisation de l'événement, peut-être suite à des désaccords entre lui et Hatshepsut. Hatshepsut régna environ 15 ans, avant de s'éteindre autour de l'an 21 ou 22 du règne de Thoutmôsis III. Elle avait alors une cinquantaine d'années. Les dernières mentions de la souveraine datent de l'an 20, à travers 2 graffitis attribués à un scribe dénommé Nart, et situés l'un dans le Serabit el-Khadim, au Sinaï, et l'autre à Saqqara. Même les funérailles d'Hatshepsut n'ont laissé aucune trace.
Étant donné que Thoutmôsis était le roi officiel, même durant la corégence, il est possible qu'Hatchepsout n'ait pas eu droit à des funérailles royales, d'où l'absence de documentation à ce sujet. De plus, on ne sait pas si la fin de règne d'Hatchepsout fut plutôt paisible ou si elle fut poussée progressivement hors du trône jusqu'à s'éteindre dans l'indifférence. Quelques proches de la souveraine continuèrent de l'évoquer dans leurs inscriptions personnelles, mais elle est alors désignée sous le seul titre de grande épouse royale, et jamais comme roi. Quoi qu'il en soit, après sa mort, Hatshepsut subit une vague de damnatio memoriae, c'est-à-dire l'effacement des traces de son règne et de ses principaux accomplissements. Hatshepsut est par exemple absente de la liste royale d'Abydos et de celle de Turin, rédigées respectivement sous Séti Ier et Ramsès II de la 19e dynastie. Cette absence ne signifie pas forcément qu'on a cherché à faire disparaître la reine, mais plutôt qu'après sa mort, on lui réassigna son rôle de grande épouse royale, et qu'elle n'avait donc rien à faire dans les listes de rois. De plus, dans la pensée égyptienne, il était difficilement concevable que deux pharaons règnent en même temps, et le roi légitime étant Thoutmôsis III, c'est donc lui qui fut ajouté aux listes. Toutefois, la damnatio envers Hatshepsut ne fut pas violente dès la mort de la souveraine. En effet, déjà à partir de l'an 15, Thoutmôsis commence à s'émanciper vis-à-vis de sa tante, et on voit dans les textes et les représentations qu'il prend petit à petit le dessus sur elle. Hatshepsut est toujours associé à son neveu, mais cette fois, c'est lui qui occupe le premier rôle, comme dans une inscription de l'an 16 relatant une expédition punitive dans le Sinaï. On observe donc d'abord une réappropriation du pouvoir par Thoutmôsis III, plutôt qu'un effacement total de la mémoire de sa régente. Le roi reprend ainsi à son compte les chantiers de sa tante, comme une chapelle d'Amon dans la région de Thèbes, ou même certains temples de Der el-Bahari qu'il fait modifier pour ne laisser que sa seule trace. Mais plus le règne avance et plus cette réappropriation du pouvoir laisse place à une vague de destruction des documents laissés par Hatshepsut. Son nom et ses représentations sont martelés, ses statues sont brisées, et Thoutmôsis va même jusqu'à recouvrir le cartouche de sa corégente par le sien propre, afin de faire comme s'il y avait eu une succession directe après le règne de son père Thoutmôsis II. Mais Thoutmôsis III n'est pas le seul responsable de l'oubli d'Hatshepsut. Étant donné que la souveraine était placée sous la protection du dieu Amon, celui-ci apparaît dans la plupart des traces laissées par la reine. Le règne d'Akhénaton accentua donc les dégradations envers ces monuments car Amon fut alors persécuté et ses images détruites. Par exemple, le Spéos Artémidos fut particulièrement frappé, et même si les Ramessides le restaurèrent, ils remplacèrent les noms et les représentations d'Hatshepsut par les leurs, effaçant la trace de la souveraine. La damnatio memoriae d'Hatshepsut fut donc initiée par son neveu, mais c'est tout un lot de circonstances qui fait que cette reine est restée si longtemps inconnue, à l'inverse de Thoutmôsis III, dont le règne est parfois considéré comme l'un des plus glorieux de l'histoire égyptienne. Hatshepsut fut d'abord enterrée dans la vallée des rois, dans la tombe numérotée KV20, pour King's Valley numéro 20. Elle partage cette sépulture avec son père Thoutmôsis Ier. Fait intéressant, c'est avec cette tombe que la vallée des rois commence à être utilisée comme nécropole royale. Auparavant, les rois étaient enterrés dans des pyramides ou dans des tombes creusées à différents endroits du pays, Giza, Saqqara, Abou Sir, El Laoun, etc. Cette première tombe, utilisée par Thoutmôsis Ier et Hatshepsut, fut suivie des sépultures de Thoutmôsis II et III, et la vallée des rois s'imposa alors comme nécropole royale officielle. C'est donc au règne d'Hatshepsut que l'on doit à la fois l'instauration du terme pharaon pour parler du roi d'Égypte, et l'utilisation de la vallée des rois comme nécropole royale, tradition qui perdura durant plus de 500 ans. Même si Thoutmôsis Ier est enterré d'abord dans la KV20, Thoutmôsis III fit creuser une nouvelle tombe après la mort d'Hatshepsut, la KV38, dans laquelle il fit déplacer le corps de son grand-père afin que celui-ci ne soit pas associé à Hatshepsut. La momie d'Hatshepsut elle-même aurait alors été déplacée dans la KV60 en compagnie d'une autre femme de son entourage, et une partie de son mobilier fut placée dans la cachette de Der el-Bahari. L'identification de la momie n'est pas tout à fait certaine, les analyses ADN laissant encore certaines zones d'ombre et d'incertitude. Hatshepsut se fit également bâtir une deuxième tombe, au titre de grande épouse royale cette fois, tombe située dans le Wadi Sikat Taket Es-Zeid, dans la région thébaine. Comme beaucoup d'autres sépultures royales, celle d'Hatshepsut fut pillée dès l'Antiquité. Des pillages qui furent aggravés par les fouilles du XIXe siècle, durant lesquels de nombreux objets de mobilier se sont retrouvés sur le marché des antiquités. Différents musées parvinrent toutefois à récupérer certains objets de la tombe, à l'image du plateau de jeu conservé au Louvre.
Le fait que la pharaone ait été inhumée dans la vallée des rois montre qu'à sa mort, aucune persécution n'avait lieu contre elle. Sa fonction royale ne fut pas tout à fait niée, et elle a même eu le droit de reposer quelques années auprès du premier des Thoutmosis. La transition s'effectua quelques années plus tard, alors que Thoutmosis III était bien installé sur le trône d'Égypte, et qu'il refusait de voir l'histoire de son règne gâchée par une régence durant laquelle il avait été relégué à un rang subalterne. Cette prise de pouvoir d'Hatchepsout ne fait pas d'elle la seule femme à avoir dirigé l'Égypte, car d'autres reines avant et après elle occupèrent des places de pouvoir parmi les plus importantes. On pense notamment à Cléopâtre VII, ou encore à certaines reines de la fin de l'Ancien Empire et du début du Nouvel Empire. Mais Hatshepsut fut l'une des seules reines à se faire proclamer pharaon avec couronnement, titulature et iconographie en rapport avec cette fonction d'ordinaire réservée aux hommes. Elle prit peut-être exemple sur Néferou Sobek de la XIIe dynastie, dont on sait aujourd'hui qu'elle aussi se fit proclamer roi avec titulature, attributs et fonction royale à part entière. Et ce qui rend le règne d'Hatshepsut encore plus exceptionnel, c'est qu'au-delà du fait de voir une femme sur le trône d'Égypte, elle se fait proclamer roi alors qu'il y a déjà un autre pharaon, et qui plus est un roi légitime. De plus, l'aspect mixte des textes et images en lien avec Hatshepsut crée un cas unique dans l'histoire égyptienne. Le mélange d'attributs féminins et masculins rompt avec les traditions, et les premiers égyptologues à avoir redécouvert les vestiges de la souveraine furent particulièrement confus. Ainsi, Jean-François Champollion ne cacha pas son incompréhension. D'une part, il faisait face à un pharaon absent de toutes les listes royales connues, mais en plus, il s'agissait d'un roi à l'iconographie masculine avec des adjectifs et des noms féminins. Cet aspect duel de la personnalité d'Hatshepsut est l'un des éléments qui a fait sa postérité jusqu'à aujourd'hui. D'une part, la reine est considérée comme l'archétype même de la femme parvenue au sommet du pouvoir et dont le règne fut une période prospère pour son pays. Elle est donc parfois érigée comme modèle par les femmes ayant des ambitions dirigeantes, ou tout simplement par toutes celles et ceux qui souhaitent voir une représentation politique un peu plus féminine. De plus, beaucoup au sein des mouvements LGBT et queer font d'Hatshepsut la première personnalité non-binaire de l'histoire, la première à rompre avec les schémas de genre classiques. Malheureusement, et au risque de passer pour un vieux con, cette vision des choses est totalement aberrante d'un point de vue historique et archéologique. Certes, Hatshepsut a su jouer avec les codes et a modifié son image selon les attentes et les besoins du moment. Mais à aucun moment il ne s'est agi de défendre un autre modèle que celui opposant le masculin et le féminin. On est donc très loin des préoccupations contemporaines, ce qui est assez logique lorsqu'on parle d'événements qui se sont déroulés il y a plus de 3000 ans. Plusieurs œuvres modernes et de la pop culture intègrent Hatshepsut parmi leurs personnages, quand ils n'en font pas carrément la principale protagoniste. C'est ainsi le cas du manga Reine d'Égypte qui est consacré à la souveraine, mais que je n'ai pas lu. Je vais donc pas me lancer dans une critique littéraire maintenant. Hatshepsut est aussi la représentante de l'Égypte dans le jeu de stratégie Civilisation 4, choix qui symbolise bien la fascination qu'exerce encore aujourd'hui cette femme pharaon vraiment spéciale. Merci beaucoup d'avoir regardé ces 2 épisodes, j'espère qu'ils vous ont plu. Ça m'a demandé beaucoup de travail car on lit tout et n'importe quoi sur Hatshepsut, mais ça a été passionnant. Merci infiniment à Rob de la chaîne L'Histoire avec une grande H pour la relecture, ainsi qu'au docteur Christine URC pour ses nombreux commentaires qui m'ont permis d'améliorer ce script de façon conséquente. On se retrouve très vite avec, comme promis, un petit focus sur Senenmut, et d'ici là, à la prochaine!